bonjour, bienvenue au Forum économique breton. Ravi d'avoir passé cette première matinée avec vous. On est toujours en direct du Grand Palais Grand Large de Saint-Malo, d'où j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Lebon. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire général de la Fédération française du bâtiment Bretagne. Tout à fait. La première question va porter sur la RSE dont on parle beaucoup, particulièrement lors de cette 3e édition. Ma première question sera et portera sur le pourquoi et comment finalement la FFB accompagne finalement ses adhérents dans cette initiative de RSE. Le pourquoi paraît essentiel, effectivement. Pourquoi la FFB a décidé d'accompagner, il y a 2 ans, une dynamique RSE en Bretagne ? Au démarrage, il y a des entreprises, 20 000 en Bretagne, qui sont sur tous les territoires, très bien implantées. Ces entreprises ont une activité qui est essentielle à la vie du pays. Elles construisent des logements, des hôpitaux, des écoles. Elles ont donc une véritable utilité dans leur territoire, dans lequel elles sont réellement implantées. Cette activité n'est pas délocalisable. On voit déjà un des premiers critères de la RSE poindre. Et puis, ce n'est pas un souhait non plus, donc... En plus. La deuxième chose, les entreprises du bâtiment sont des employeurs, c'est une industrie de main-d'œuvre, et donc elles ont un rôle social qui est éminemment important. Les entreprises réfléchissent aussi à l'évolution de la gouvernance par rapport à leurs salariés. En cela, elles sont aussi clairement ancrées dans une partie de la RSE. Et enfin, pour finir, on attend beaucoup des entreprises du bâtiment qu'elles soient des acteurs de la transition environnementale. Cette transition est essentielle pour le pays, on l'a vu avec les enjeux climatiques. Donc vous voyez, à travers le social, à travers l'environnement, à travers le territoire, à travers la gouvernance, on s'était rendu compte qu'en fait, nos entreprises faisaient déjà de la RSE sans le savoir. Et donc nous nous sommes dit, nous allons aller plus loin et les accompagner pour qu'elles structurent des démarches RSE et qu'elles mettent en avant ce qu'elles font déjà très bien et qu'elles le mettent mieux en avant. Je dirais aussi une dernière chose, de plus en plus de marchés auxquels répondent nos entreprises, qu'ils soient publics ou privés, commencent à critériser sur la RSE. Certains sur des critères sociaux, certains sur des critères environnementaux. Et donc, on a estimé que pour que les entreprises prennent part à l'ensemble de ces marchés, il était essentiel qu'elles passent à la RSE. Alors, dans RSE, on peut mettre beaucoup de choses. Quels sont les différents volets finalement que vous couvrez ? Parce que j'imagine aisément que cela ne s'arrête pas à l'écologie. Non, bien sûr. Pour les accompagner au mieux, effectivement, on a identifié plusieurs piliers. Il y a l'écologie. L'écologie, c'est essentiel. On l'a vu sur le démarrage du FEB ce matin. C'est presque l'alpha et l'oméga des enjeux que nous avons devant nous. Je citerai quelques chiffres qui sont importants. Le secteur de la construction, c'est à peu près 40% des consommations d'énergie, c'est 9% des déchets et c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Lorsqu'on voit ces chiffres-là, on voit qu'effectivement, on est un secteur très impactant par rapport à la transition écologique. On se doit donc d'être un acteur de ce changement assez fondamental. Donc, le volet environnement, on est attendu sur ce volet-là et à juste titre. Donc, nos entreprises n'ont pas attendu effectivement d'être d'être au pied du mur pour faire un certain nombre d'actions visant cette transition environnementale. On va passer d'une économie qu'on appelait une économie linéaire, c'est-à-dire qu'on allait chercher une ressource, on la mettait en œuvre dans un bâtiment et ensuite ça faisait un déchet. En gros, c'était ça, le cycle de la construction. À une économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va aller chercher localement des matériaux, on va les mettre en œuvre pour construire des édifices et ensuite, lors de la déconstruction, on va récupérer partie de ces matériaux pour reconstruire. Et donc, on va créer un cercle vertueux. En ce sens, l'environnement est effectivement un pilier important. On va aussi vers une période de sobriété foncière. On sait que demain, on ne pourra plus construire partout. Il faut préserver des terres pour les agriculteurs et il faut qu'on puisse vivre tous ensemble dans une Bretagne dont le territoire est fini. Par conséquent, on va être de plus en plus nombreux. On attend, le président Chénégard le disait ce matin, on attend à peu près 20 000 Bretons nouveaux tous les ans. C'est énorme. Ça fait 400 000 Bretons à horizon 2040. Comment va-t-on loger tous ces Bretons ? La sobriété foncière impose aussi de nouveaux modes constructifs. Et ces nouveaux modes constructifs passent effectivement par cette économie circulaire. Donc l'environnement est effectivement un critère très important. Un autre critère qu'on peut citer, c'est celui effectivement de
du bien vivre de nos salariés. Notre secteur est un secteur de main-d'œuvre. Or, on voit qu'aujourd'hui, un des principaux freins à l'emploi, c'est la mobilité. Les salariés ont des difficultés parce qu'ils payent le carburant très cher à venir travailler dans nos entreprises, aller sur nos chantiers. Donc nos entreprises ont commencé à réfléchir dans le cadre des réflexions RSE autour des mobilités. Comment favoriser la mobilité des salariés? Comment faire en sorte que ce soit moins impactant dans le quotidien des salariés? Donc, autour de la problématique de la mobilité, les entreprises se sont rendues compte qu'effectivement, elles pouvaient agir socialement au plus près des préoccupations de leurs salariés. Je parlerai de la qualité de vie aussi au travail, c'est un point important. Nos salariés ont aujourd'hui des demandes par rapport à leur vie de famille, par rapport à l'accompagnement de leurs enfants, et les horaires qui étaient courants dans le bâtiment, on commence tôt le matin, on termine plus tôt le soir, et bien aujourd'hui peuvent être un petit peu plus flexibles pour permettre une organisation du travail différente. Là encore, ces aspects-là liés à l'accompagnement social des salariés ferait vraiment partie d'une stratégie RSE des entreprises. Il y a deux autres aspects qui sont aussi très importants. C'est l'aspect lié finalement à l'ancrage territorial. Comment, dans mon territoire, je peux avoir un impact positif ? On a des entrants dans la profession, on va chercher des matériaux. Parfois, on va les chercher à l'autre bout du monde. Ce n'est plus cohérent dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, dans le cadre d'une démarche RSE, les entreprises se posent la question de comment puis-je faire pour limiter cet impact des entrants et faire en sorte que les matériaux que j'allais acheter, le bois par exemple que j'allais acheter dans les pays d'Europe de l'Est, comment faire en sorte d'acheter la ressource plus localement. Donc là aussi, dans le cadre d'une réflexion RSE, on va réfléchir à ces enjeux-là du territoire, de la proximité. Je pourrais parler de la gouvernance qui est aussi éminemment importante aujourd'hui. Les salariés veulent partager la valeur. Eh bien, c'est un point sur lequel les entreprises du bâtiment travaillent. On a notamment des entreprises qui se sont constituées en SCOP, en sociétés coopératives, et elles partagent une partie de la valeur avec leurs salariés. Donc vous voyez, il n'y a pas que l'environnement. Il y a l'environnement, mais il y a le social, il y a le territoire, il y a l'attractivité des métiers, il y a tous ces enjeux, les mobilités qui sont aujourd'hui dans un gros accompagnement de la RSE dans les entreprises. Alors j'entends bien effectivement toutes ces démarches vertueuses que vous avez énumérées et personne n'est là pour contester ça. Si ce n'est peut-être certains réfractaires qui osent parler de social washing au même titre que le greenwashing. Comment vous prémunissez de ce type de critique quand on voit finalement tout ce que vous mettez en place? Et est-ce que ça peut être justifié aussi dans certains cas pour ne pas faire de langue de bois? Je ne ferai pas de langue de bois. À la marge, peut-être, effectivement, on a peut-être des entreprises qui accompagnent moins bien que d'autres, mais ça, c'est la loi du genre, c'est la loi des 80-20. Pour autant, on a nombre de nos entreprises qui sont effectivement extrêmement, je dirais, des acteurs sociaux extrêmement importants. Quelques chiffres encore. Le secteur du bâtiment en France, 1 200 000 salariés. En Bretagne, 60 000. Et un peu plus de 50 000 apprentis, 3 500 en Bretagne. À travers ces chiffres, on montre une dynamique sociale essentielle. Notre secteur ne peut rien faire sans les femmes et les hommes qui le composent. Nous sommes un secteur de main-d'œuvre. Si nous n'avons pas les femmes et les hommes pour travailler, nous ne pouvons pas exécuter les chantiers qui nous sont commandés. Donc, l'homme est au centre de l'entreprise du bâtiment. À partir de là, il est choyé, formé, respecté, accompagné. Dire qu'on est un acteur qui fait du social washing, ça me semble difficile. Je vais citer quelques exemples. Vous connaissez beaucoup de professions où on peut commencer ouvrier et terminer patron ? Il n'y en a pas tant que ça, des secteurs économiques qui peuvent se prévaloir de cet ascenseur social. Ça, c'est possible dans le bâtiment. On commence avec un CAP, ensuite on devient encadrant d'équipe et quelques années plus tard, on reprend ou on rachète une entreprise du bâtiment. Donc l'ascenseur social, il fonctionne vraiment. Un autre point essentiel dans notre secteur, c'est le dialogue social. Le dialogue social, il se fait en proximité dans le secteur du bâtiment. Tous les jours, les patrons, ils commandent pas leur chantier d'une tour d'ivoire. Ils sont avec leurs collaborateurs. Ils sont parfois dans la camionnette avec eux pour aller sur le chantier dans les plus petites des entreprises. Donc cette proximité sociale crée un dialogue social vertueux. Et puis on a aussi une chance, c'est qu'on négocie notamment les salaires, au niveau régional, ce qui permet d'avoir un accompagnement au plus juste des problématiques locales pour mieux accompagner socialement et financièrement nos salariés dans leurs évolutions. Donc, voilà, on n'a pas à pâlir effectivement d'être un acteur social extrêmement important et qui s'engage dans des démarches qui sont de plus en plus vertueuses. Alors, cette interview est retranscrite en direct sur le site du FEB TV.
Quels sont finalement les conseils que vous pourriez donner aux entrepreneurs, aux responsables de structures qui vous écoutent sur les stratégies ou une stratégie réussie aujourd'hui? Parce que vous êtes finalement, vous faites partie des précurseurs, vous êtes bien avancé après tout ce que vous avez énuméré. Quels seraient les 2-3 conseils pour amorcer finalement ce changement? Alors, en matière de RSE, il faut travailler à moyen et long terme. On ne peut imaginer finalement une stratégie RSE qui consisterait à faire un petit peu plus d'environnement ou un petit peu plus de social. Ça peut être une première brique. Mais nous, ce qu'on conseille aux entreprises, c'est d'abord de définir un cap. Quel est le cap vers lequel l'entreprise veut aller? Des objectifs concrets. Des objectifs concrets. C'est ce que fait un bateau avant de partir, il définit son cap. Eh bien, pour une entreprise et un chef d'entreprise, c'est pareil. Le chef d'entreprise doit s'impliquer personnellement. Et il doit aussi impliquer l'ensemble de ses salariés. Une démarche qui serait vue seule par le chef d'entreprise serait certainement vouée à l'échec en matière de RSE. La RSE, c'est une affaire collective. C'est un collectif, c'est le chef d'entreprise et l'ensemble de ses collaborateurs. Une fois qu'on a défini le cap et les valeurs qui fondent l'entreprise, quelles sont ces valeurs intrinsèques, ce qu'on appelle la raison d'être aujourd'hui, ensuite, on peut aller critériser la RSE. Ça ne va pas être la même chose pour toutes les entreprises. On a des entreprises, par exemple, qui vont mettre beaucoup plus l'accent sur l'environnement parce qu'elles ont une appétence pour la transition environnementale. Elles vont développer un tri sélectif plus poussé. Elles vont aller vers des filières de recyclage de leurs matériaux parce qu'elles existent, parce que toutes les filières n'existent pas encore. Et donc, elles vont pouvoir avoir un plus en matière d'environnement. D'autres, ça va être le social. Elles vont avoir une dynamique de formation d'apprentis. Elles vont avoir un taux d'emploi d'apprentis de 10%. D'autres vont réfléchir au partage de la valeur. Donc ensuite, voilà, chaque entreprise met le curseur où elle veut, mais l'essentiel, c'est d'avoir défini le cap, d'avoir associé les salariés et d'avoir réfléchi à sa raison d'être et sa manière de vouloir agir. Les entreprises de la construction, ça ne s'arrête pas à la RSE, c'est bien plus global, les enjeux sont bien plus importants et je pense qu'on a une période charnière aussi pour ce secteur qui avait enregistré un petit retard au départ sur pas mal d'innovations et qui rattrape ce retard. Quelles sont les perspectives pour vous pour ce secteur aujourd'hui et les enjeux ? Alors, les perspectives, elles sont plurielles. Je reviens quand même, et c'est essentiel, aux enjeux du moment. Les enjeux du moment, ils ont été décrits à l'ouverture du FEB, c'est la transition environnementale. À partir de là, transition environnementale, sobriété énergétique, sobriété foncière. Pour toutes ces choses-là, le secteur du bâtiment doit effectivement se réinventer. Consommation d'énergie, comment consommer moins d'énergie pour produire autant, voire plus de logements et de bâtiments. Sobriété foncière. Comment construire et loger 400 000 habitants en Bretagne d'ici 2040 en consommant moins de foncier. Donc vous voyez, les enjeux sont colossaux. Comment attirer des nouveaux talents alors qu'on est un secteur en pleine pénurie de main-d'œuvre. Donc comment mettre en place des démarches comme la marque employeur et tout type de démarches qui vont permettre de solvabiliser le secteur vis-à-vis de salariés qui aujourd'hui ont une appétence un peu moindre vers les secteurs de main-d'œuvre. Donc tous ces enjeux sont des enjeux qui dépassent effectivement le cadre de la RSE, mais qui sont extrêmement structurants pour notre secteur. Et peut-être pour finir, je dirais que le secteur est un secteur, le mot a été un peu galvaudé ces derniers temps, mais est un secteur essentiel. Bien sûr. Le secteur est important. On construit nos logements, on construit nos écoles, on construit nos hôpitaux, on construit les usines, on construit nos bâtiments artisanaux. On a rénové ce magnifique palais du Grand Large. C'est les entreprises du bâtiment qui font tout ça. Donc elles sont, je dirais, à la croisée de tous ces enjeux, des enjeux d'aménagement du territoire, des enjeux effectivement de sobriété énergétique, des enjeux sociaux importants pour employer le plus de monde possible dans les meilleures conditions possibles. Et puis des enjeux de territoire, parce que nos entreprises sont bien ancrées dans leur territoire, elles sont non délocalisables et elles redistribuent la richesse dans le territoire où elle a été créée. Et je pense que ça, c'est une caractéristique tout à fait particulière de notre secteur. Merci Nicolas Lebon d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai plaisir à vous retrouver toute l'après-midi pour de nouveaux échanges. À tout à l'heure.